Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Ensemble, j'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie, en compagnie de toute l'équipe du Bonjour d'Algérie, prête à vous servir. Nous sommes donc le mercredi 13 janvier. À tout le monde, bonne fête à tous et merci d'être toujours parmi nous le matin dans Bonjour d'Algérie. Nous allons commencer l'émission avec Hamid Belkacem qui va nous parler donc d'environnement et surtout aujourd'hui il aura deux invités. Nous allons parler d'écotourisme et de la réhabilitation d'anciens villages, des villages berbères, avec un architecte et surtout un président d'association d'anciens villages. Il va nous parler donc de son amour pour les villages anciens et surtout de son village natal. Et puis on aura également le plaisir d'être accompagné par Aïda Mechril. Elle nous parlera donc de l'importance des liens qui se forment entre les petits-enfants et leurs grands-parents. C'est très important lors donc de célébrations, de fêtes ou donc de rencontres familiales, réunions familiales. C'est vrai que ces derniers temps, c'est un peu difficile ces réunions familiales, mais en tout cas, on force la chose avec bien sûr ces célébrations de fin d'année. Nous allons également recevoir des jeunes étudiantes, l'association, donc la coordination des relations internes de l'association ACEPA, l'association des étudiants en pharmacie, viendront nous parler donc du premier congrès national des étudiants en pharmacie sur la santé en ligne. Ce congrès sera fait bien sûr sur internet, en ligne d'ailleurs. Nous parlerons donc de toutes les activités qu'ils ont menées durant cette pandémie et surtout la préparation à ce que tous les Algériens s'apprêtent à faire, donc la vaccination, que ce soit de la vaccination de la grippe ou carrément de ce coronavirus. Et puis Nassiba Djadir sera là parmi nous pour nous parler d'une très belle exposition de l'artiste Marwan Kredia qu'elle a pu rencontrer, qu'elle a pu interviewer. Et on verra bien sûr cette belle exposition. Elle sera sur notre plateau pour nous en parler en détail. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez rester bien attentifs jusqu'à la fin de l'émission et ce jusqu'à 10 h du matin. Et on va s'enquérir tout de suite des nouvelles du ciel avec Amel Haribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Elle est là, elle est en forme et surtout aujourd'hui elle va faire donc jouer aux devinettes un petit peu. Bonjour Amel. Bonjour Amel. Comment ça va? Très bien, merci. Comment on dit? Vous étiez toute belle hier avec les bijoux Kabyle, avec toutes les belles beaux bijoux, ouais. Kabyle, oui. C'est ma collègue qui me les a prêtés. En tout cas, c'était beau. Vous avez marqué le coup hier. Merci, Amel. Il Alors, fallait. Aujourd'hui, ça va continuer. Le temps va être plus calme, je pense. Voilà. Exactement. D'ailleurs, on l'a ressenti on ce a bien matin. pu profiter donc de ces pluies. Tant mieux que les barrages se remplissent. Il y a eu de la neige, la pluie. D'ailleurs, notre réalisatrice Wafa Larouati nous a fait un très beau décor arrière-plan avec ces montagnes neigeuses magnifiques. Magnifique. Ça donne envie d'y être. Ah oui, franchement, oui. Voilà, on vous écoute. Merci Amel. Bonjour à tous. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura de la brume en ce début de matinée sur les hauts plateaux de l'ouest et le centre, puis le ciel deviendra peu nuageux tout au long de la journée. Passagèrement nuageux par contre à l'est avec quelques pluies sur les côtes, mais de l'extrême est. La moitié sud, eh bien, excepté quelques voiles sur le Sahara central et le Sahara oriental. Partout ailleurs, le soleil sera bel et bien présent vers le sud-ouest, la Saoura, le Nord Sahara, les oasis, l'extrême sud, le Hégard et le Tassili, avec des soulèvements de sable, cette fois-ci vers le Sahara central. Les températures, quant à elles, eh bien, elles accuseront une toute légère hausse par rapport à hier, mais près des côtes. Vers l'intérieur, un minimum de 8 degrés du côté d'Al-Bayr de Djelfa, 9 à Batna, 14 Tizi Ouzou, 16 degrés à Alger, à Naba, 15 à Oran et Tlemcen. Au sud, 13 degrés à Béchar, 16 Gardaïa Biskra, 21 à Elizi, également à Drar, 22 à Insalah, 27 degrés. Tamanrasset, Janet, 18 seulement vers Tindouf et 33 degrés le maximum toujours
à Borj Bidj Mukhtar et Ingzam. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt peu agitée sur les côtes ouest et centre, mais très forte sur les côtes est. Et les vents souffleront entre 10 et 20 km/h sur les côtes ouest, 20 à 30 km/h sur les côtes centre de secteur ouest et 40 à 50 km/h sur les côtes est de secteur ouest à nord-ouest. On va faire un petit voyage cette fois-ci vers l'Afrique du Nord où le soleil sera bel et bien présent à Rabat, l'Ayoun occupé, Niamey, N'Djamena et Khartoum. Un temps couvert du côté de Tunis, Tripoli, Le Caire. Passage nuageux à Nouakchott. Côté Mercure, eh bien, on relèvera 15 degrés à Rabat et Tunis, 16 à Tripoli, 25 au Caire, 33 à Khartoum, en passant par les 36 degrés, le maximum à Niamey. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, vous savez tout sur le temps qu'il fera aujourd'hui, partout ailleurs aussi. C'est l'amélioration. Voilà. Donc merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Avec prudence quand même sur les routes. Exactement. Faut faire attention, il fait froid, il y a peut-être du verglas dans certaines régions. Sur les hauts surtout plateaux, voilà. oui, exactement. Les régions montagneuses, il faudra faire très attention. Merci. C'est moi. Bonne journée. On va Également. vous laisser repartir avec une belle chanson. Avec plaisir. Encore une fois, donc une chanson qui se prête à ouais, bien sûr, il y a Naïr. C'est Aïd Sahnoun qui chante Akham. On se retrouve juste après. صوريك والدنيا كفاية والوالي فوكي نويك سبكن يا خام تغلي صوريك والدنيا كفاية والوالي فوكي نويك سبكن أنت توينك جانا القرار أنت توينك جانا الشام أنت الحرمة بونمار أنت الصغار ذو السلام أنت وقشيش ذو مغار أنت السرسيك اللي فوق الويك كسبتين يا خام تغلي ضد صواريك والدنيا كفاية والوالي فوق الويك كسبتين الشفيض عند توينك نيكي فنان عند تويد منا بشكيض عند الحرمة كيسان السجل ويدي تجير يلواندي تذكر النسان فوق الويك كسبتن يا خام تغلي صواريك والدنيا كفاية والوالي فوق الويك كسبتن صوارك درمن تيسيست فلكي تصغر فوق الويك كسبت يا خام تغلي ضد صواريك والدنيا كفاية والوالي فوق الويك كسبت التغليظ يجيك واك دي غديد يقولان فوق الويك كسبت يا خام تغليظ بصواريك والدنيا كفاية والوالي فوق الويك كسبت
وقيدي سيس الشطر مغفون عند الحسن دا الحسين المقران وكير يكون فوق ويقد كسبت يا خابت غليظ صواريك وتنيك في ويل فوق ويقد كسبت Voilà, une belle chanson qui s'y prête parfaitement avec comme transition pour justement présenter le plateau actuel avec Hamid Belkhassam. Bonjour Hamid. Bonjour Amel, bonjour à tous. Comment ça va? Très bien. Alors, Assegassamgas, comme on dit. Assegassamgas, oui. Et on va sûr. parler donc des traditions, on va parler aussi donc de ces villages ancestraux qui sont nombreux dans notre pays. Et qui ont une longue histoire, parfois de plusieurs siècles. Oui. Mais ce qui fait le plus plaisir, ce sont des villages haut perchés, en montagne. Oui. Celui dont on va parler tout à l'heure est à plus de Exactement. 1000 mètres d'altitude. C'est surtout le désir de la jeunesse de revenir au village pour bâtir quelque chose, pour donner un second souffle et pour aller aussi, parce que là on est dans le parc national du Djurdjura, pour donner une seconde vie au village et pour aller vers des projets en matière d'accueil chez l'habitant. C'est ça. L'environnement, L'écotourisme. l'écotourisme, c'est Ouais. le sens du partage. Et justement, nous avons deux invités aujourd'hui pour en parler. Exactement. Eh bien, bienvenue parmi nous. On présente notre invité qui a l'habitude de venir à Cliembouche. Bonjour, architecte. Vous êtes là pour défendre justement ces villages et surtout parler de leur âme. C'est très important. Et on est là avec aussi un invité qui nous vient d'un village lointain qui veut réhabiliter son village. Il s'agit de M. Brahim Sahraoui. Bonjour et bienvenue. Marhaba bik. Merci beaucoup. Vous représentez l'association Tadoukli. Tadoukli, voilà, Oui. de Fadder el-Jdid, Oui. commune de Sahari, Wilayat Bouira. Voilà. Très Et jaloux de votre village. Bah oui, comme tout le monde, hein, vous Oui. savez, quand on passe sa vie dans un village qui essaie de se battre pour vivre et survivre, on ne peut qu'être jaloux et fier. Hein. Bien sûr, Donc, et surtout c'est- qu'il a une véritable histoire. Oui, c'est un village qui est assez ancré dans l'histoire de la région et du pays. Il a participé à pas mal d'événements qui ont jalonné l'histoire du pays. Il remonte à quand, M. Sahraoui, le village sa date de naissance. D'après ce que la tradition nous a transmis, parce que vous savez, comme partout en Kabylie, l'écriture n'a pas vraiment fait partie de l'usage culturel. C'est une tradition orale, principalement orale. Donc, ce que dit la tradition, en tout cas en ce qui concerne mon village, celui-ci remonterait il y a au moins 6 siècles de ça. Oui. C'est assez, vraiment, c'est assez grosso modo, c'est imprécis, mais il y a au moins 6 siècles. Je vais vous le dire en targué, mais c'est son grand-père. Eh ben voilà, Qui a j'allais fait- le dire. C'est et son finalement- grand-père qui a fait un poème Oui. à propos de son oncle, le lieutenant Amarouch Mouloud, mort le jour où Malika Gaïdossi est tombée au champ d'honneur, c'est le même jour. Il était là, il était infirmière dans mon village justement. La yarham shuhada. الله يرحمها ويرحم كاع الشهداء على كل حال. Et c'est son grand-père qui a fait un poème à propos de son fils, donc c'est son oncle. Oui. Et il a dit, Fadder el-Jdid en Kabyle, Fadder el-Jdid, فعمر ذي القرن التاسع, le 9e siècle de l'Égypte. Oui. Parce qu'avant, on comptait avec le avec calendrier musulman. Tout à fait. Et nous sommes au 15e Algérien. siècle, donc minimum 6 siècles. Voilà. C'est bien. Alors, c'est un village perché en haute montagne qui se trouve au sein du parc national du Djurdjura. Oui. Il est perché à quelque chose comme 1100 mètres d'altitude, ça on le sait. Donc il est au beau milieu du parc national du Djurdjura. Sa superficie est assez importante et recouvre une partie agricole, notamment une immense oliveraie qui produit de la belle huile d'olive qui devrait faire partie aussi qui devrait être labellisée, je dirais, et d'autres produits du terroir. Comme par exemple le raisin, les Ben, vignobles. Il est le M. fameux- Sahraoui, le il est fameux- Ahmar Bouammar. Ahmar Bouammar qui malheureusement a périclité. Bon, Ouais. vous savez, les Il conditions. faudra sa réintroduction peut-être. Certainement. Personnellement, je milite pour ça. J'ai même 3 vigneux, petits Voilà. vignes qui commencent à pousser. Il y a aussi d'autres produits du terroir, ceux qui ont fait quand même la survie du village durant les Il faut mauvais rappeler temps. que justement ce village pendant la guerre, donc le colonisateur a forcé tous les villageois à le déserter parce qu'il avait une place stratégique. Oui, ça fait partie d'une certaine stratégie de la terre brûlée. Oui, J'ai tout à dit fait. hier avec notre ami Hamid,
Il faudra la rappeler parce qu'il y a aussi des gens qui oublient un petit peu l'histoire. C'était une fameuse phrase du colonel Bijar qui disait à propos du FLN. Oui. Le FLN évolue parmi la population algérienne comme un poisson dans l'eau. Et à défaut d'attraper le poisson, on enlève l'eau. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont brûlé tous ces villages-là. Mon village, Feder Lejziv, fait partie de ce qu'on appelle un douar et Wakoran dans cette région. Il y a aussi le village Erzari Wakoran qui a été le premier à subir les affres de cette action néfaste du colonialisme le 6 mai 1957. Et ensuite, il fallait en finir aussi avec le village Feder Lejziv, qui est mon village, le 4 novembre. Voilà. 1956. Voilà. Le 4 novembre 57. 57. Je dois dire aussi que son oncle, justement, le lieutenant Amrouch Mouloud, a trouvé la mort, enfin, est tombé au champ d'honneur le 27 juin de cette même année. C'était donc une année hécatombe pour mon village. Et voilà. C'est un village qui a fait partie de l'histoire régionale. Je dois dire aussi qu'il n'a été envahi, investi par les forces coloniales qu'en 1872, à force de résistance. Ben oui. C'est un village qui a connu le Bachara, on appelle ça, pas le Bachara, le shérif Bobala, du temps de Fadman Soumer, de la Fadman Soumer. Et il a connu la révolte des frères Nkourani. Voilà. Bah, alors, C'est toute une histoire que vous êtes en train de nous relater, très importante pour les générations, justement, pour la transmission aussi des valeurs aussi, donc de tous ces villageois qui ont su quand même garder leur terre jusqu'au bout. Et bien sûr, par la suite, malgré bien sûr ces affres, vous revenez au village aujourd'hui pour le réhabiliter, pour le, en fait, le faire revivre d'une autre façon. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, abandonner le village ne l'a pas été tout à fait. Les gens sont revenus après l'indépendance, ils ont essayé de relancer cette vie. Malheureusement, les conditions socio-économiques font que les gens quittent le village. C'est le cas de toute l'Algérie. On connaît la fameuse ruée vers les villes, tout ça, parce qu'il y a aussi des conditions. Pour trouver du travail, pour essayer, bien sûr. Les commodités aussi. Les commodités. Nous parlions la semaine dernière justement de l'alimentation en gaz. Ça serait peut-être une bonne idée d'alimenter ce village avec les fameuses bonbonnes. Oui, on va y arriver. Hein. Il faut juste décider, aller se poser dans ce village, voir avec les Solotat al-Mahaliya, mais aussi avec des entreprises spécialisées. Il y a beaucoup de jeunes entreprises qui, aujourd'hui, installent des kits. C'est des kits GPS, c'est des petites citernes qui sont dimensionnées en fonction du nombre de foyers à desservir. Donc, il faut y aller. Il faut lutter contre les zones d'embris, y compris par l'image. Akliamouche est silencieux, mais il n'en pense pas moins, il en a plein des idées. Lui c'est le chef d'orchestre, c'est lui qui donne le coup de crayon. En fait, il impulse de l'énergie positive à une autre énergie constituée par les habitants du village. Les jeunes. Et les jeunes qui... Alors le projet, c'est quoi? Tous les vendredis, il y a des dizaines de mains. C'est la main-d'œuvre. Hamid, tu me donnes beaucoup d'importance alors que ce n'est pas le cas. Hein. Je participe juste avec le tout petit. Le petit coup de crayon. Voilà, le petit coup de crayon peut-être. Avec le cœur déjà. Oui, on m'a sollicité, bien entendu. Je n'ai pas hésité une seconde pour y aller et pour essayer justement de réfléchir sur ce village et comment le revitaliser. Parce qu'effectivement, avec les affres du terrorisme aussi, on a parlé bien sûr du fait que le village ait été brûlé et la population déportée sur la route nationale dans un camp de toile à l'époque. C'était des réfugiés. En plein hiver, c'était le mois de novembre. Aujourd'hui, c'est pratiquement une ville avec 14 000 habitants ou 15 000 habitants, je crois. Donc, l'idée, c'est leur parcours, en tout cas depuis de très nombreuses années. C'est une association qui a tenu la route, depuis de longues années et qui aujourd'hui est dans une démarche de projet qui est très intéressante. D'ailleurs, il y a déjà un espace qui était abandonné, qui revit aujourd'hui avec la Tuisa, avec la participation de tous les habitants qui viennent spontanément. Hein. Dès qu'une affiche est placardée sur le village et tout le monde y va et tout le monde met du sien.
Chacun apporte quelque chose, soit de la nourriture, soit des matériaux, soit la force des bras, soit... Voilà. Il y a des projets pour structurer le village. On va voir tout à l'heure sur les photos, sur les images. Alors, la demande, en fait, c'est eux les maîtres d'ouvrage. Hein, donc, en fait, la demande est venue comme ça pour essayer de réfléchir sur... ce qu'il y avait à faire. Bien sûr, il y a des terrains qui sont du domaine collectif. Hein. On ne parle pas encore des maisons privées qui ont été la plupart détruites hein, et qu'on aimerait tous reconstruire. Hein. Je rêve aussi de reconstruire la maison de mon grand-père. Avec une précision peut-être. Hein, mon père et la maison de votre grand-père, vous rêvez de la construire, mais de manière typiquement locale, avec de la pierre sèche. Voilà, il faut garder le cachet. C'est ça le but du jeu. Alors, typique. Moi, il me rend sur le dos hein, sur ce point-là, parce que je ne sais pas si je vais être agréable avec eux, mais bien sûr, moi, je pense qu'il faut être intransigeant sur cet aspect-là, du respect de l'environnement, du respect de la tradition constructive locale, et aussi hein, sur le plan, disons, organisationnel du village. Il y a aussi matière, donc il y a des choses à connecter, il y a des choses à peut-être reconstruire pour essayer d'attirer du monde, des commodités à mettre en place. Donc il y a de l'eau maintenant qui arrive avec un ancien projet qui a été réalisé déjà en 2009 pour faire arriver l'eau de source d'une source qui était loin de presque 5 km. Et donc, il y a quand même un renouveau. Vous avez besoin de l'eau, vous avez besoin d'électricité. Le gaz, c'est un luxe après. Hein, donc mais il va arriver. Encore, on se chauffe au bois, ce qui n'est pas mal aussi. Hein, c'est traditionnel et ça revient aujourd'hui beaucoup. On recherche cette commodité qui est une commodité assez ancestrale. Et donc, l'idée, c'est de travailler sur des espaces importants de la ville, au village plutôt, au centre du village, et en périphérie, il y a des belvédères magnifiques. On les voit justement. Et qu'il faudrait éventuellement collaborer, en tout cas avec peut-être l'association, les habitants, mais on espère que les autorités s'intéressent. C'est peut-être l'objectif aussi de notre présence. Un appel de l'association Tadokri au Solotat, la wilaya de Ouira, peut-être, M. Sahraoui. Oui, d'autant plus que c'est une association qui est connue au niveau des autorités locales. Nous sommes connus. Déjà, c'est une association qui a existé depuis 1993. Et je rappelle que 1993, c'était une période qui n'était pas... difficile, tout à fait. Favorable au travail associatif. Tout à fait, voilà. D'autant plus que la montagne aussi, on est le même. Vous savez, c'est un kilomètre. La rudeur, bien sûr. La rudesse. Donc, les autorités connaissent l'association. Ces projets, ces projections, ils sont plus ou moins connus aussi. Mais certainement qu'il est toujours utile de les rappeler parce qu'il s'agit de refaire vivre un village qui est tout de même, qui souffre de l'abondance. Mais le village qui est implanté, il faut toujours le rappeler, au sein du grand parc national du Djurdjura, face à l'Ardija. Il y a des belvédères, donc il y a des perspectives, il y a une potentialité pour le tourisme, pour l'accueil chez l'habitant. Est-ce qu'on pourrait penser dans 5-10 ans en faire un petit peu de l'écotourisme local, M. Sahraoui? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on va faire évoluer les mentalités? Parce que quand on est villageois, on est au sein de son village. Oui, tout à fait. Parce que tout d'abord, les villageois sont, je dirais, entre guillemets, sont condamnés à évoluer par rapport à toutes ces histoires-là. Et ils sont en train d'évoluer. Ça, c'est une nouveauté. On n'est plus dans les schémas traditionnels d'un village renfermé sur lui-même. Ça, c'est une autre époque. Et personne ne songe à la le faire. Sinon, pour cette histoire de tourisme, je dirais que c'est déjà commencé. Indirectement, il y a des gens qui viennent. L'année passée, des gens, à travers les réseaux sociaux, à travers les amitiés qu'ils tissent, virtuelles ou pas, ont appelé à une petite campagne de reboisement en haute montagne, parce qu'il faut dire aussi que les feux de forêt ont fait ravage aussi. Des gens sont venus de partout, de Tlemcen, de Constantine. Personnellement, j'ai été étonné. Je ne m'y attendais pas à voir tout ce monde. Ils ont fait leur campagne d'une manière vraiment... Je leur rends hommage en tout cas. Et je suis fier et heureux aussi que des gens
prennent ce genre d'initiative parce qu'elles viennent toutes seules, elles viennent du citoyen. Oui. C'est beau de voir cet élan de solidarité pour améliorer, bien sûr, surtout cette vie au sein d'un village, surtout que les villages sont nombreux dans notre pays et qui ne tentent qu'à être repeuplés, revisités par les citadins, peut-être. Tout à fait. Moi, je pense que l'association des Têtes de Clé peut aussi fédérer un certain nombre d'associations qui sont aussi présentes. Oui. Il y a des jeunes qui font de la randonnée, il y en a d'autres qui font... Il y en a beaucoup, on les reçoit. Voilà. Donc il y a plusieurs associations, je pense, qu'il faudrait fédérer pour essayer de construire un projet global. Parce que c'est presque voir un peu le parc national et quelles sont ses potentialités. Travailler aussi avec la direction des forêts peut-être, etc. Le savoir-faire aussi. Est-ce qu'on retrouve les maîtres d'ouvrage de l'époque qui vont construire de la même façon, dans le même l'esprit, le matériau alors moi ce qui me désole un peu dans ce que je vois, c'est vrai qu'il y a en Kabylie, ça bouge énormément, la population on se prend en charge. Et il y a des organisations de concours, etc. Voilà, donc on sort parfois des sentiers battus. Des normes usuelles, en tout cas dans des endroits naturels aussi beaux. Oui. Et donc on fait un peu de pastiche aussi, on fait beaucoup d'erreurs de goût. Oui. Bon, ça apporte un bien-être, ça apporte quelque chose. C'est un petit peu votre faute. C'est à l'exemple du sud du pays aussi. Oui, ça mériterait d'être peut-être mieux encadré. Moi je pense qu'il faut une touche de modernité quelque part. Et elle est importante, mais il faut qu'elle soit subtile et il faut qu'elle soit... il faut qu'elle participe en tout cas à magnifier l'environnement, pas à le détruire et c'est les images que vous nous avez apportées, c'est un petit peu dans cet esprit-là, moderniser tout en gardant peut-être le cachet. Garder le cachet du village. Ça, par exemple. On peut le faire avec c'est une image donc du projet, mais bon, peut-être qu'il y aura des évolutions par rapport à ce projet, mais l'idée c'est justement de utiliser la matière qui est à profusion localement. C'est de la pierre. C'est de la pierre. Il faut avoir des maçons peut-être qui puissent travailler avec. Travailler surtout sur les espaces de rencontre, les espaces publics, les fontaines, les lieux par exemple où par exemple les femmes se rencontrent. L'esprit Tejmat, qui a aujourd'hui un espace, mais peut-être qu'il faudra peut-être réaménager éventuellement avec de façon assez moderne. Moderne, oui, peut-être. Oui. Moderne et à la fois traditionnelle. Faire évoluer la pierre. Oui, tout à fait. Et puis peut-être choisir un mobilier adéquat qui ne s'abîme pas avec le temps, parce que là, vous avez des écarts de température importants. Quand vous mettez du béton ou on en parlait hier, du carrelage, ça craquelle rapidement et ça ne résiste pas au temps. Donc il faut absolument apporter un choix judicieux. La pierre, c'est durable, ça reste un élément de la nature. C'est un élément de la nature tout simplement qu'on doit composer avec. On ne doit pas agresser, si vous voulez, cette nature. Et c'est le gage de la réussite de n'importe quel projet de ce type. Et puis bon, c'est beau, la pierre c'est beau, la toiture à base de tuiles rouges très caractéristiques de la région. Alors, si on devait se projeter dans les 5 années à venir, on vient en famille à Tedder Tejdid, le renouveau, petit village très sympathique. On va venir chez l'habitant, on va pouvoir louer pour une nuitée ou deux une pièce, admirer le lever, le coucher du soleil, manger localement et prendre aussi des provisions très bio parce qu'il y a de l'agriculture locale. Pour vous, c'est possible? C'est un projet qui tient la route, qui intéresse les villageois? En tout cas, je pense que, en ce qui me concerne en tout cas, et beaucoup de membres de l'association intègrent ça dans leur projection, c'est l'association Tête de Clé qui veut dire l'unité. C'est l'unité. Donc, ça rentre ainsi dans leur... Parce que l'élément jeune a pris le relais. Maintenant, les jeunes se sont formés ailleurs, ils ont vu. Donc, ils intègrent les évolutions qui ont disons, touché toute la société. Donc, c'est entré dans leur projection. C'est tout à fait possible et réalisable. Encore faut-il d'un côté faire évoluer certaines mentalités, ça c'est normal et ça c'est en train d'évoluer positivement. Et puis trouver aussi, il faut le dire, certains moyens, un peu de moyens. Il y a des projets qui relèvent des collectivités locales.
Tout à fait, tout à fait. Vous avez pensé à l'école? Oui, l'école existe et elle est abandonnée. L'école est abandonnée. Qu'est-ce qu'il y a lieu? L'école, c'est le lieu du savoir. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour, justement, si les jeunes reviennent, il leur faut une école pour leurs enfants. Oui, certainement. L'école a besoin de toi, M. Sahraoui, directement. Bon, l'école en elle-même, c'est une structure qui existe. Malheureusement, elle a subi les affaires de la nature parce que c'est un village abandonné. Il y a par exemple deux logements de fonction. Je pense que même les autorités locales prennent en charge cette école. Ils en parlent. Je ne vais pas me hasarder à dire des choses dont je ne suis pas sûr parce que prendre en charge dans la théorie sur le papier et mettre en œuvre ces réflexions, parce que cette école nécessite uniquement des réflexions. Il y a 2 salles de classe et 2 logements de fonction. Et elle a fonctionné, il y avait des instituteurs, ils ont formé des élèves, tout ça. Certains sont des universitaires aujourd'hui, ils sont formés. Techniquement, c'est réalisable. On va commencer par le lieu du savoir, l'école. Si les jeunes reviennent au village, il faudrait pouvoir avoir une école fonctionnelle. Techniquement parlant, vous, architecte, l'école du village Tête d'Ert el-Jdid, commune de Saharid, wilaya de Ouira, peut être réhabilitée et rendue fonctionnelle? Franchement, facilement, parce que facilement. Oui, elle existe, il faut refaire peut-être la toiture, l'étanchéité, et puis refaire les murs, quoi, enfin les peintures, etc. Mais je pense que c'est très possible, et ça, c'est pas des budgets astronomiques, hein, je veux dire. Et la structure peut-être est là, et bon, normalement, ça devrait être possible. Très bien. Bah, voilà, ça évolue. L'aspect le plus positif, c'est on est en face de l'Artidja, en plein parc national du Djurdjura. Les jeunes, c'est-à-dire l'avenir, les générations futures demain reviennent. Il faudrait juste composer de manière symbiotique entre la volonté de cette association Tahadoutli, qui veut dire l'unité, et les autorités locales qui doivent s'intéresser. Donc, les Solotat Mahaliya peuvent dégager un petit budget, aidé par les membres de l'association, une action de volontariat, viser repeupler le village. Viser septembre, on est au mois de mai, au mois de janvier. Septembre 2021, c'est dans 8 mois. Et on rouvrir l'école. On y sera peut-être à la rentrée scolaire pour Dokhol Madrasi au village de Tête d'Ert el-Jdid. On verra ça. Voilà, juste le déclic, moi je pense que le déclic aussi de tout cela, je pense qu'il est venu de la fête d'anniversaire du village. Le 60e anniversaire de la déportation des villageois et de la destruction du village qui s'est déroulé dans le village même, et on a eu plus de 2000 personnes ou 2500 personnes, tous originaires du village. Voilà. Et tous ils sont revenus il y avait pas mal de festivités, mais il n'y a pas de commodité, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas où rester, donc c'était une organisation artisanale qui continue à se faire. Donc on est au 63e anniversaire cette année. Maintenant c'est annuel. Voilà. Donc, vous avez énormément de personnes qui fédèrent à votre idée, surtout au renouveau du village. En Algérie, un peu partout dans le monde. Et partout dans le monde. En tout cas, bravo pour ce que vous avez fait avec tous les membres de l'association. Et puis, j'espère que ça va continuer. On en reparlera sans doute avec M. Akli Amrouche également, qui lui va parler avec son cœur d'abord, mais aussi avec ses bras, puisque vous allez leur proposer aussi de belles choses à faire pour ce village. Et peut-être Amel, Akli Amrouche est connu comme directeur de la publication Vie de Ville. Vie de Ville, tout à fait. Et c'est alternative urbaine, et je pense que d'ici quelques temps, ce sera alternative urbaine et rurale. Et rurale, il remonte au village, voilà, urbaine et rurale. Alors d'ailleurs, il y a un très beau livre qui vient d'être édité par la revue, c'est ça? C'est une revue qui est... Maison d'édition. Maison d'édition, tout à fait. En tout cas, très beau livre. Chorégraphie du paysage. Qui nous montre des paysages magnifiques qui sont réalisés un peu partout dans le monde et pourquoi pas chez nous, puisque c'est l'œuvre aussi d'un architecte connu paysagiste algérien. Kamal Ouafi. Kamal Ouafi, qu'on a reçu pas mal de fois dans notre émission. Merci beaucoup à vous, messieurs, et à très bientôt, Inch'Allah. Merci, Hamid. Merci. Mercredi prochain. Notre destination. Et notre destination. Un autre village du côté du sud, pourquoi du pas. Sud d'Algérie. Pourquoi pas. Merci beaucoup pour cette belle histoire sur l'écotourisme. Et j'espère que ce projet va vite prendre forme, Inch'Allah. Allez, on continue. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Bouchra Bouhli qui nous fait connaître la maisonnette traditionnelle berbère. Regardez, on se retrouve juste après. Faite de bois, de terre argileuse et de pierre de grès,
Tezqa, ou la maisonnette berbère, continue de se dresser fièrement au sommet des collines, comme pour narguer le temps qui passe. Édifiée en parfaite harmonie avec la nature, Tezqa est bien plus qu'un simple habitat. Elle est l'incarnation du mode de vie des populations berbères, marqué par une grande solidarité, la tuiza. De plus en plus menacées par l'avancée du béton, les maisonnettes traditionnelles qui renferment de véritables trésors patrimoniaux continuent de résister à l'épreuve du temps. إلا وين تعمرن ليرذن إلا وين تعمرن لينيغما ليحبوبن إلا وين الزريعة النظن الزريعة النظن ومن بعد خدمناش هاد السمير سينا ويقولوا ضاتاكي ومن بعد هم يخدمن يخمجوا علينا هاد شوالين وتكسنا رواقينا أبدا مزوج تكسن سفلى نعم حاجة ماذا سمي الصوب ماضي زرن المولا ومن بعد خدمنا الشيخ مجاناكي باش زرن أشي زندير. Ahmed Bilek fait partie de ces personnes jalouses de leur héritage. Il tente à travers son art de le préserver précieusement et tient à transmettre aux générations futures ce message. كان ميساج الزرن باللي أكيد كرن والدي نسن أكيد زدان زيك لقيت أنا على قلب البصال صندوق تسيف أكوفي هذا مشي نخدم زيك يسويها ساعة غاديم ناش نزعها الشان سوا. Bien que rudimentaire, Tezqa traduit le génie architectural des populations qui ont su allier pragmatisme et esthétisme. On reste bien sûr dans ce beau décor et surtout rester aussi dans cette ambiance, cette aura aussi des traditions, de la transmission. On va le faire avec Aïda Mechri dans sa rubrique psychologie. Bonjour Aïda. Bonjour Amel. Comment ça va? Très bien, alhamdoulilah. Vous avez passé une belle fête hier? Très très belle fête. Ça a fête. été dans les traditions, ça a été très riche, oui, à notre manière, doucement avec notre rythme. Voilà. Mais il y avait ce point virgule, là où on pouvait dire les choses autrement. Ce n'est pas dans les généralités, tout ce qui est universel, mais quelque chose de très personnel dans notre manière de donner, de dire et puis de partager les choses. C'est vrai. Alors justement avec cette transition, la maison qui a toujours été ce cocon où se réunissaient les générations, le papa, la maman, la fratrie et les grands-parents. Oui. Donc c'est très important d'avoir ce lien entre les petits-enfants et les grands-parents. Très important d'avoir ce lien des grands-parents avec les grands-parents, mais aussi, pourquoi ne pas s'arrêter juste pour voir de près comment que ça peut être soutenant, comment que ça peut être utile et important, mais en même temps toxique. Oui. C'est cette formule très paradoxale dans l'éducation de nos enfants qui nous arrête. Toxique, pourquoi? Parce que les grands-parents pourraient se mêler un petit peu de l'éducation des enfants. Vous l'avez dit tellement rapidement d'une manière que vous avez compris que généralement c'est de ce goût qu'il s'agit, c'est de cette formule qu'il s'agit. Mais en vérité, les choses sont beaucoup plus complexes. Aujourd'hui, ce qui m'invite, ce n'est pas de parler de tout ce qui peut être positif, parce que on a de très belles images d'amour dans le lien, on peut retrouver de tendresse, les câlins, la présence, la force de pouvoir nourrir. Et qui est bénéfique pour les deux parties, que ce soit les petits-enfants qui ont besoin de cet amour et que les grands-parents aussi sont aussi nourris de cet amour. Vous savez pourquoi? Parce que la naissance d'un petit enfant, ça donne encore le plus de bonheur et d'espérance de pouvoir prolonger la vie. Et ça soulage un tout petit peu cette angoisse de mort, là où les grands-parents, ils ont comme l'impression que voilà, ils ont donné ce qu'ils avaient à donner, ils ont joué leur rôle dans les familles, et puis voilà, le petit enfant, il vient les nourrir, il leur donner un peu, projeter un peu leur bonheur, leur vie, et ça soulage et ça donne beaucoup d'amour. C'est pour ça que les formules, le lien, c'est une reviviscence. Ça leur donne la possibilité de pouvoir retrouver un tout petit peu ces émotions. Ils font des comparaisons avec leurs enfants. Ils disent voilà,
à son âge, ton papa faisait ça, ou voilà, ta sœur faisait ça, ou ta maman faisait ça, pardon. Je crois que le cadre, si on parle des grands-parents, c'est important de pouvoir dire les choses de cette manière. Comment ils peuvent s'inscrire dans ce phénomène de temps, c'est comment ils peuvent se projeter, parce que vous savez, un enfant, quand il a des grands-parents, il comprend qu'il est bien avant la naissance de ses parents, qu'il y a une histoire, et cette continuité va le projeter dans ce qu'il est enfant, comment il peut se nourrir et puis se projeter l'âge adulte. Et souvent, vous savez que les petits-enfants, quand ils racontent les histoires, ils vont dire, quand je vais me marier, moi, mes enfants, je ne vais pas les traiter de cette manière, je ne vais pas les punir, moi je serai très gentille. Cette manière de se projeter, je crois que c'est la formule la plus intéressante, mais aussi la vraie richesse. De pouvoir non seulement aussi s'inscrire, mais de pouvoir leur offrir la possibilité d'avoir l'idée de l'appartenance. Vous savez, grand-parent, s'il est là, il donne quelque chose qui est de très identitaire, c'est quelque chose qui nourrit un tout petit peu cette personnalité. Ils sont utiles pour construire, pour construire la personnalité de l'enfant. Construire la personnalité de l'enfant, ça veut dire le nourrir, lui permettre de comprendre que ça c'est nous. D'où il vient. D'où il vient. Voilà. Ça, c'est cette idée d'appartenance, c'est de se sentir appartenir à une famille, à un douar, à un harch, à un patelin, à une religion, à une culture, à une tradition, à des rituels, à des habitudes. Tous cette apprentissage qui sont fines, hein, c'est quelque chose, vous savez, que les parents n'auront peut-être pas eu l'occasion de raconter ou de transmettre ou de dire voilà comment ça se passait, et que là, le grand-père aura ce temps ou la grand-mère aura ce temps de dire moi je dirais que ce n'est pas histoire de temps ou histoire de manière de dire ou de faire, mais c'est plutôt, vous savez, on est dans notre vie, dans le quotidien, on ne fait pas très attention à notre manière de cuisiner, à ce qu'on aime. La société a changé, les enfants, ils ont évolué, l'éducation de l'enfant a beaucoup changé aujourd'hui. Ce n'est pas le même modèle, donc la transmission, elle n'est pas de la même manière. Par contre, les parents, les grands-parents, ils ne donnent que ce qu'ils ont. Vous savez, c'est un grand-parent, il était comme ça, il a pris l'habitude de s'habiller d'une manière, ou de manger d'une manière, ou de dormir, faire la sieste, se réveiller, lire, peut-être dans les petits rituels, un peu de jardinage, les travaux manuels à la maison. Il y a quelque chose qui se transmet pas dans la parole. Et je crois que, merci déjà pour le choix de la thématique aujourd'hui, c'était tellement près qu'on ne pouvait pas le voir, mais voilà, je crois que Yazid a souligné quelque chose de très important qui est quelque chose de précieux dans l'éducation de nos enfants. Comment on peut leur transmettre sans vraiment lire dans les cahiers, d'ailleurs, ça se voit parce qu'aujourd'hui, cette jeune génération arrive à faire ce lien entre ce que racontaient leurs grands-parents, et ils en font bon escient, puisqu'on a des artistes qui reprennent par exemple les chansons, les histoires des grands-parents, et qui en font aujourd'hui leur métier. Des artisans, des artisanes qui travaillent sur la manière ancestrale, le geste ancestral, par exemple. Tu le dis tellement bien. Aujourd'hui, il y a comme une reviviscence, surtout avec l'installation de cette journée nationale qui est de la fête berbère. Ça nous permet aujourd'hui de pouvoir se ressourcer. Tout ce qu'il y avait, qui était là dans des petits sacs, dans des boîtes comme ça, dans les coins, ça permet aux familles de retrouver leur manière de faire. Et puis, c'est la richesse de pouvoir vraiment retrouver ces outils, ces paroles, ce conte, ces histoires, le chant, si vous le dites tellement bien. Ce qui devient toxique, c'est que souvent, oui, on a comme l'impression que, voilà, on avance vers cette transmission, mais avec jugement, ou on avance avec une obligation, on avance avec quelque chose qui pourra bouleverser un tout petit peu ses parents, qui ont leur manière de faire, ou qui ne peuvent pas assumer cette responsabilité d'éduquer les enfants. Très souvent, les grands-parents gardent les enfants. Oui, ça a été ils restent très longtemps donc, chez les grands-parents, parce que les parents sont très occupés, ils ne peuvent pas aller, venir à l'école, récupérer les enfants, etc. Donc, d'office, il y a des parents qui délèguent cette éducation moi, je dirais aux grands-parents. que c'était déjà dans l'histoire. Avant, la grande famille s'occupait un peu des bébés, donc il n'y avait pas déjà les jardins, les garderies, il n'y avait pas les jardins d'enfants, les
nourrissent. C'était vraiment, c'est quelque chose de nouveau dans notre société. Avant, c'était l'obligation de pouvoir vraiment assumer la responsabilité de la famille. Avant, il y avait aussi cette obligation, l'autorité paternelle qui était toujours l'enfant, même s'il se mariait, il y avait quelque chose qui était très fort sous la casquette du leadership. C'est celui qui a le monopole, le pouvoir de pouvoir gérer un tout petit peu la famille. Le patriarche. Le patriarche. C'était comme ça. Il y avait pendant très longtemps cette transmission de cousins, les Oulid Amti, Oulid Khelti. Il y avait quelque chose comme ça dans la transmission de ces liens qui était très fort dans la force, mais aussi qui piétinait un tout petit peu sur cet espace parental, là où aujourd'hui les couples nucléaires, les familles nucléaires assument leur responsabilité dans l'éducation des enfants. Je crois que cette transmission comme ça de cette famille élargie vers la famille nucléaire, certes elle laisse des séquelles. On n'a plus le même développement. On va dire qu'il y avait beaucoup de positifs et négatifs dans les deux formules. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est un tout petit peu ne pas rejeter ces liens. Ne pas laisser la haine prendre la place. C'est vrai. Dans certaines familles, dans la famille, il n'y a pas obligation que les deux personnes dans une famille s'entendent sur la même chose, le lisent de la même manière. Belle-mère, belle-fille, entre cette génération, la troisième génération Quel aussi, dommage. Quel dommage de perdre, de rompre ce lien. Absolument. Pour la simple raison, on a cette fracture. On a cette rupture de lien, on touche un tout petit peu à la personnalité de nos enfants, on touche un tout petit peu à cette transmission qui vient de nous. Vous savez très bien que le couple, chacun d'eux apporte son blason culturel, chacun d'eux apporte de sa région, de sa manière, de sa famille, ses petits rituels, ses traditions. Si on n'a pas le compromis de pouvoir transmettre ça à nos enfants, on peut y retrouver des enfants qui sont plutôt vidés de l'intérieur, qui n'ont pas l'art et la manière de pouvoir raconter des histoires, de pouvoir rêver, de pouvoir aussi se projeter, de pouvoir construire à leur manière. Si vous me parlez aujourd'hui d'un artiste qui a repris, c'est que quelque part dans sa personne, il était bercé par quelque chose qu'il a su transmettre avec une petite consigne ou quelque chose qui pouvait nourrir ça. C'est tellement beau. En tout cas, merci d'avoir aussi présenté ce thème et surtout fait partager aux téléspectateurs ce lien familial qui est tellement important et surtout dans notre société algérienne, c'est vrai que c'est très fort et très important. Même si on est loin, on a toujours ce lien avec l'être cher, le grand-parent qui est toujours là, soucieux de cette belle cohésion qu'il y a dans la famille. Merci beaucoup, Haïda. À très bientôt, mercredi prochain, avec une autre thématique. Bonne journée à vous et bon courage. Merci. On continue. Je vous invite tout de suite à passer dans le monde des arts et du savoir-faire avec ce portrait qu'a réalisé pour nous Nassiba Djaïdir, le portrait de Lies El Mehdaoui. On se retrouve juste après. Dans l'atmosphère ambiante de cet atelier, un savoir-faire dans l'air du temps. Au gré de son inspiration, Lies El Mehdaoui traduit ses émotions d'artiste. Le verre, c'est son support de travail. Un support de prédilection au travers duquel il donne libre cours à sa créativité. Fasciné par cette matière, il avance avec finesse dans un monde bien à lui. En fait, il y a deux techniques. D'accord. Il y a deux techniques. C'est peinture sur verre et résine. Ça, c'est nouveau. Alors, une fois terminé mon œuvre, une fois que l'œuvre est sèche, alors, avec mon cerne, je reprends tout mon dessin, je le reprends et je fais plusieurs couches de cerne pour avoir une épaisseur. Et une fois le cerne séché, je remplis de résine et ça donne une profondeur et un relief. Ce biologiste de formation et de profession se consacre aujourd'hui pleinement à sa passion. Une passion qui l'habite et vit en lui depuis des années.
D'une création à une autre, El Mehdaoui laisse parler son imaginaire. Entre tradition et modernité, il se laisse guider par sa ferveur artistique. De la patience, de la précision et de la minutie, il en faut pour arriver au résultat escompté. Toujours la peinture sur verre, bien sûr avec peinture adéquate pour le verre et le cerne. Et là, avant je faisais, pour ces grappes de raisin, je préparais un moule, un moule pour les grains de raisin. Et je remplissais de résine, après avoir mis une couleur pour ces grappes. Mais sur le marché, j'ai trouvé ces petites boules de verre. Alors c'est venu l'idée de faire des grappes de raisin avec ces verres. Sur les cimaises de l'atelier, quelques-unes de ses œuvres d'art. Entre ombre et lumière, des œuvres d'art qu'il met en regard. Les unes et les autres nous dévoilent le talent de cet artiste. Un artiste au parcours rythmé par des expositions personnelles et collectives. Sous sa main dansante et musicienne, formes et couleurs évoluent en harmonie. Dans la transparence du verre, de la passion et des émotions à partager. Ces techniques ont évolué. Et son art s'affermit au fur et à mesure et il découvre d'autres choses. Par exemple, vous avez vu par exemple la résine, la technique de la résine, et il est très réceptif. Vous savez, il a fait un stage pour la résine, il a fait un stage chez un maître, et tout de suite il a compris, quand on est artiste, n'est-ce pas? Voilà, c'est comme ça. Et puis bon, moi je l'encourage, vous avez remarqué, ça va du figuratif surtout aux calligraphies, etc. Et c'est très éclectique comme travail. Un temps de pause dans l'atelier pour parler de son travail, échanger des idées avec son ami et faire part de ses projets artistiques. Le verre, un matériau magique auquel Yes El Mehdaoui a donné une âme et une note de poésie. Un beau voyage à travers, bien sûr, les arts bien de chez nous. C'est Nassiba qui a pu nous faire ce beau voyage. Elle est parmi nous. Bonjour Nassiba. Bonjour Amel, bonjour à vous tous. Comment ça va? Très bien, très bien. Oui, c'était un beau voyage bien. Effectivement Voilà. chez Yes El Mehdaoui. Oui, avec ce collectionneur. Un fidèle aussi. de Bonjour d'Algérie, aussi bien lui que Baba Moussa. On les a vus dans le reportage. On les salue ce matin s'ils nous regardent. Inch'Allah, j'espère qu'ils nous regardent en tout cas, Oui, qu'ils il suivent fait- aussi il votre fait- rubrique, qui est Oui, une rubrique absolument. aussi très appréciée par les artistes parce que ça leur permet aussi d'avoir une D'être au courant un visibilité, petit peu d'être de au ce qui courant se aussi passe, un des petit- expositions tout à qui se fait. déroulent. Une belle exposition que vous allez nous inviter à découvrir, n'est-ce pas? Absolument, ça se passe à Zohar Gallery, Ouais. au centre commercial de Bab Zohar. Elle est signée Marwan Crédia. C'est un artiste qui expose pour la première fois à titre personnel, parce qu'il a eu à exposer à titre collectif auparavant. Mais cette fois-ci, donc c'est une première pour lui. Et la mer, c'est sa source Le bleu d'inspiration. de la mer. Et le bleu qui domine, justement, il a intitulé son exposition Alger la bleue. D'habitude, Oui. c'est Alger la blanche, mais Oui. là, cette fois-ci, Alger la bleue. Donc la mer, La c'est vraiment Méditerranée. la Méditerranée, c'est un enfant de la mer aussi. Il a toujours partagé son temps entre Alger et Ténès.
D'accord. Donc on est très bien. Une très belle région aussi. Très belle région. Côtière. Voilà, absolument. Elle est très connue. Il y a un très joli port. Ouais. Et en plus, la belle histoire de Mama Binette aussi. Absolument. Et puis en plus, il est passionné par la chasse et la chasse sous-marine, la chasse sous-marine et la plongée. Donc c'est plongée et chasse sous-marine. Ce sont deux passions, c'est sa deuxième passion, je dirais. Oui, après la peinture. Après la peinture, et il est médecin de formation et il se consacre à la peinture. Voilà, un bel échappatoire en tout cas pour tout le stress que procure cette profession. Bon, il n'a pas fait l'école des beaux-arts, il a fait des études scientifiques, il s'est dirigé vers la médecine. Et la passion, donc il se passionne pour la peinture, des parcours classiques je dirais, dès sa tendre enfance, des prédispositions au dessin, à la peinture, très doué en classe, il avait d'excellentes notes, nous disait-il. Un peu partout, et même en peinture, et même en dessin. Il illustrait ses cahiers de récitation, ceux de ses amis, ses copains de classe, très doué, et puis pratiquement il n'est pas passé ni par l'école des beaux-arts, ni il est parti à la Société des beaux-arts, ni encore il s'est formé lui-même. Il n'a pas fréquenté d'atelier, mais il s'est formé lui-même. Il adorait aussi bouquiner, très attiré par les illustrations de livres. Et il aimait bien aussi, donc il s'inspirait. Et là, donc il a fait son petit bonhomme de chemin. Et la mer, donc la thématique c'est la mer, bon, l'architecture d'Alger, la mer, donc de très très belles œuvres d'art. Qu'on va pas tarder à découvrir, parce que vous nous donnez envie donc de voir et de plonger dans cette bleu, dans son univers, dans ce bleu donc, de la Méditerranée. Absolument, donc c'est la ville côtière, l'architecture de belles maisons qui surplombent la mer. Nous avons 1600 kilomètres de côte, donc exactement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Très bien. On suit le guide aujourd'hui, donc avec nous, Nessiba nous fait découvrir cet artiste peintre autodidacte qui est donc notre ami Marwan Credia. On y va. En grande partie, je réfléchis comme un poisson, donc il y a toujours du bleu autour de moi. Je voulais donner une vision un peu plus ample, un peu plus, disons, pas profonde, mais un peu plus ancienne. Parce que Alger, finalement, est un pôle très important dans la Méditerranée. Essentiellement sur bois. Disons que le bois étant un matériau qui a accompagné l'homme depuis l'aube des temps. C'est parmi les plus anciens. Et puis,
il est noble, le bois. Le bois est vivant. Le bois a une âme. Et quand il est bien travaillé, c'est un support qui est... Le travail de M. Marwan Khridia, j'ai tout de suite été interpellée parce qu'il travaille à Alger d'une manière très différente. Et c'est ça ce que je voulais montrer. Pour la gamme de couleurs qu'il utilise, il est vraiment passionné par le bleu. D'ailleurs, on voit ça dans le bleu du ciel, dans le bleu de la mer. Il travaille avec de la peinture à l'huile sur différents formats. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Alors, on n'oublie pas notre sponsor officiel de Bonjour d'Algérie, Coral Peinture, bien sûr. Et on revient à cette belle exposition qu'on a pu découvrir. On était éblouis et toute la régie a beaucoup apprécié les tableaux donc, de M. Khridia. Un travail excellent aussi avec ce dégradé de bleu qu'il a pu apprivoiser lui-même, tout seul, a su capter autodidacte. Les émotions. Donc qu'elle soit déchaînée la mer ou agitée en mouvement calme, il a su capter les moments qu'il fallait. Et c'est un artiste apparemment vraiment doué, hein, vraiment doué pour un autodidacte, absolument. Et puis on voit toute l'architecture, les maisons qui surplombent la mer, qui sont comme un témoin de cette beauté, la beauté de la mer, cette beauté sauvage. Et ce paysage en cascade qui retombe absolument dans la bleue, la mer bleue. On est gâté avec les 1600 km de côte qu'on a. Les peintres ont toujours été fascinés par la mer. C'est vrai. Nos peintres, les peintres aussi impressionnistes, tous les peintres d'une manière générale. Et il a été aussi touché par des artistes peintres algériens pour avoir donc commencé sa palette. Absolument, comme ça. Déjà jeune, je vous ai dit qu'il était très doué pour le dessin, la peinture. Puis adolescent, il accompagnait son oncle Bardad al-Mokretar, originaire de Ténès, la ville natale de la maman de Marwan, qui avait côtoyé Mohamed Issakhem, c'est le grand artiste qui a marqué son temps, son époque, qui a marqué de son empreinte la peinture algérienne. Alors, quand il accompagnait son oncle, qui rencontrait Issakhem, ça parlait peinture. Ça parlait peinture. Il était là à l'écoute et on lui donnait, Issakhem lui donnait ce qu'il m'a raconté Marwan, des feuilles de dessin, donc il griffonnait
sur ses feuilles de dessin. Il faisait initié, des croquis sans le savoir. Sans le savoir, était ébloui. Et son oncle, Bardad El Mokreta, à qui Marouane rend hommage à travers cette exposition, était un grand amateur d'art. Donc il l'accompagnait quand il y avait des expositions de peinture individuelles ou collectives. Tout s'est fait de manière tout à fait naturelle. Naturellement. Donc il en garde d'ailleurs un très très bon souvenir. Et quand Marouane m'en parlait à la galerie, il en parlait avec beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Voilà. En tout cas, il a le talent d'un grand artiste peintre sans avoir fait l'école académique. Il s'est nourri donc de toute ce partage qu'il y avait dans la peinture, dans sa famille. Tout à fait. Et puis, il a énormément voyagé, comme il était dans la délégation médicale. Donc, il a voyagé d'est en ouest, du nord au sud. Il a rencontré beaucoup de monde. Il s'est nourri de toutes ces rencontres, des paysages algériens, cette lumière d'Algérie qui a inspiré autant de peintres que de poètes et qui continue à fasciner, à inspirer nos peintres. Donc on a pu le voir dans l'exposition à travers ses œuvres d'art. Il travaille énormément les couleurs, il y a ce contraste ombre-lumière et il est dans les bleus. Donc le bleu et justement il travaille énormément ces couleurs, il travaille cette matière, il y a ce jeu de matières et de couleurs qui donne un contraste magnifique. Peinture à l'huile dans ses œuvres d'art. Oui, c'est de la peinture à l'huile. Il travaille essentiellement avec de la peinture à l'huile et il travaille sur le bois, comme il a si bien dit, cette matière noble sur laquelle Marouane Crédia aime travailler. Donc il travaille sur le bois, sur de la toile, mais essentiellement sur le bois. On a l'impression que c'est de la toile, mais c'est du bois. Il travaille ses couleurs, sa matière. Et puis bon, il y a la réalité, l'imaginaire et puis la mer. Ça nous permet de nous évader. On se sent bien. On aime bien être au bord de la mer. Il a parfaitement bien illustré la mer parce qu'il la voit, il la côtoie, il plonge dans cette mer souvent puisque c'est un amateur de plongée. Qui n'a plus de secret pour lui. Il fait de la plongée, de la chasse sous-marine. La mer, il adore. Il faut voir comment il parle de la mer. Puis nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on aime bien, on s'évade. Ça nous permet de décompresser, de déstresser. Ça nous permet ça nous invite au voyage. La mer invite au voyage, au rêve. Et puis l'exposition, je trouve qu'elle a un très beau titre, Alger la bleue, à travers donc ces paysages donc de mer et tout. C'est vrai, de là où on est, on surplombe la mer. Il n'a pas voulu peindre uniquement la mer, mais il y a quand même toute cette architecture. Alger, il y a aussi ce petit côté Alger la blanche, ces maisons, ces belles maisons qui surplombent la mer. Et puis là, il a un projet justement d'exposition Alger by Night. Très bien. Il a commencé d'ailleurs, nous ont donné quelques aperçus. On a eu un avant-goût justement, on a pu voir une ou deux œuvres. D'un clair-obscur. Alger by Night, c'est le thème de sa prochaine exposition. Il a commencé à y travailler, je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire, et seulement je connais l'endroit. D'accord. Alors ça va se passer à Dar Sultan, la citadelle, qui a été récemment réouverte, inaugurée, restaurée, aménagée. Et j'imagine que ça va donner de bons résultats. Un très beau lieu donc à visiter absolument. Vous aurez en tout cas, d'aller visiter l'exposition et de visiter par la même occasion la citadelle d'Alger. Oui, qui est magnifique. Très jolie. Qui a une histoire aussi. Qui a une histoire. On n'oublie pas. Je me souviens, il y a quelques années, il y a eu une exposition. C'était dirigé un certain temps. Il y avait une petite partie de la citadelle qui avait été restaurée et elle a passé peut-être une année. Il y a eu de très belles expositions. C'était Leïla au Salah. Au Salah, tout à fait. La galeriste de Top Action qui avait organisé de belles expositions collectives et individuelles dans cette belle citadelle qui inspire un lieu, une histoire et un lieu d'art aussi. Justement, il va y avoir certainement de nombreuses plusieurs manifestations qui vont s'y dérouler. Il y a un programme riche en perspective qui nous attend à la citadelle. Exactement. En attendant, cette exposition est toujours donc au niveau à Zouar Galerie. Elle devait se terminer le 14 janvier, mais à la demande du grand public aussi, elle va se prolonger jusqu'au 22 janvier. Très bien. Donc pour tous les amateurs de la mer et du grand bleu, bien sûr, du ciel, la mer, etc., et des paysages typiquement algériens, allez-y, vous aurez donc cette possibilité de voir de plus près ces œuvres de notre ami l'artiste peintre Marouane Crédia au niveau de la galerie Ezouar. Qui est
dirigé, animé par Amel Bonne Mohamed, qu'on salue au passage si elle nous regarde ce matin. Voilà. En tout cas, vous avez fait un gros plan sur cet artiste, ce travail et surtout cette belle exposition. On aura l'occasion, j'espère, de le recevoir une autre fois pour nous parler donc de sa passion. Il exposera à la Citadelle, peut-être. Voilà. Pourquoi pas. Très bien. Merci pour cette belle découverte, Nassiba. Merci à vous. Et donc à la semaine prochaine également. Absolument. Inch'Allah. Voilà, pour un autre voyage à travers les arts de la peinture et en général, l'art pictural en général, bien sûr. Allez, on continue tout de suite. Je vous invite à suivre ce spot. Donc, on parle toujours de Covid-19, on parle toujours de prévention, de gestes barrières. Tout de suite, avec ce spot, on se retrouve juste après. De retour sur le plateau, nous allons parler de santé et surtout donc du collectif des étudiants en pharmacie. Avec nous, Wiam Khoudir, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour l'accueil. C'est le mec, vous êtes coordinatrice des relations externes de l'association ACEPA. On a l'habitude de vous recevoir assez souvent. En effet, je suis venue assez souvent et j'ai parlé des activités qu'on a menées durant cette période de pandémie et toutes les sensibilisations qu'on a faites. On va en parler dans un moment. On va présenter votre collègue aussi, Imen Abouriche. Bonjour. Bonjour madame, merci Bienvenue. pour l'accueil, merci énormément. C'est le mec, vous êtes donc vous coordinatrice des relations internes de l'association ACEPA, une association qui a vu le jour il y a quelques temps. Et donc depuis 2009, vous travaillez sans arrêt sur le terrain avec les officines, avec aussi les médecins et avec la société civile. Vous êtes là pour essayer de sensibiliser au plus très souvent en fait, comme vous le faites donc vous l'avez fait durant cette période donc de confinement. Vous étiez venu nous parler donc de différentes actions que vous aviez menées sur le terrain. Vous continuez à le faire, mais aujourd'hui vous êtes venu pour une actualité bien précise. Le premier congrès donc national des étudiants en pharmacie sur la santé en ligne. Mais vous allez nous en parler avant, bien sûr dans un moment, mais là vous allez faire un petit résumé de ce que vous avez fait durant 2020. Alors, on sait tous que 2020 a été marqué par la pandémie du Covid-19 et dans ce cadre, nous avons été très actifs, en particulier dans le domaine de la santé publique, donc afin de sensibiliser la population sur les risques de la maladie, comment la maladie se propage. Et on a organisé dans ce cadre plusieurs sensibilisations. On a abordé ce sujet sous toutes ses coutures. On a organisé des conférences,
On a publié des affiches, des livrets, on a abordé les différentes façons dont la Covid-19 se propager, infecter les gens. Quelles sont les catégories et les types de personnes les plus à risque, les plus susceptibles de contracter la maladie. Lorsqu'on contracte la maladie, quels sont les gestes à adopter, quels sont les gestes à éviter. Donc en fait, plusieurs nous avions actions. l'habitude de sensibiliser sur terrain, mais 2020 nous a obligés à sensibiliser en ligne. Du coup, notre contenu a basculé du terrain au virtuel. Donc toute une équipe s'est mobilisée pour ça. Organiser en ligne, ça n'a pas été très facile pour nous, mais nous avons su relever le défi et nous avons sensibilisé le maximum de personnes sur nos réseaux par différentes conférences, comme elle a mentionné ma collègue WM. Nous avons fait également nous avons abordé même la Covid-19 nous avons fait plein d'affiches, plein de conférences. Même pendant le mois de Ramadan, nous avons abordé aussi le jeûne et l'immunité, comment le jeûne booste le système immunitaire. Nous avons abordé également d'autres thématiques. L'automédication, d'ailleurs, vous étiez venu pour présenter cette thématique. Tout à fait. La pharmacovigilance également, qui est quand même un aspect de la pharmacie qu'on ne parle pas souvent. Donc nous avons sauté sur l'occasion pour parler de ça. La résistance aux antibiotiques, surtout, qui est un sujet phare. Un fléau aujourd'hui. Exactement, un fléau. Même on peut remarquer actuellement, dû à la Covid-19, tout le monde prend les antibiotiques comme si c'était des bonbons. Or que sachez que je m'adresse aussi à tout le public qui nous regarde actuellement. Les antibiotiques, comme on dit, c'est pas automatique et ce n'est pas forcément ça ne soigne pas forcément. Tout à fait, ça doit être dirigé vers une pathologie bien précise et surtout il faut suivre son traitement du début jusqu'à la fin, ne pas arrêter en ayant peut-être dit voilà, ça y est, on est guéri, c'est bon, on arrête. Et ne prendre que sous prescription de votre médecin, pas comme ça une automédication des antibiotiques. Aujourd'hui, il y a de plus en plus donc, de laboratoires pharmaceutiques. C'est peut-être aussi aujourd'hui une industrie au niveau mondial. Ça crée aussi peut-être certaines tensions au niveau donc, de la médication aujourd'hui. On peut dire que les pharmaciens sont sous pression avec ça, tout comme les médecins. Oui, du coup, notre rôle en tant qu'étudiants et futurs professionnels de santé, nous sommes là pour en fait orienter le public sur tout ce qui est automédication ou les maladies. Nous sommes là pour vulgariser surtout l'information, pour qu'on soit à l'écoute, qui nous parle, comme on le faisait dehors. Et on le fait actuellement tout en ligne. Inch'Allah, la Covid va disparaître et on pourra être encore face au grand public. Ça a toujours été un plaisir pour nous étudiants de Tout à fait. Vous avez mené le combat également avec Octobre Rose, avec toutes les associations qui étaient là pour sensibiliser autour du cancer du sein. Vous étiez présent. Exactement. Donc il faut savoir qu'en dépit de la Covid-19, on n'a pas négligé les autres maladies, la santé publique en général. Donc on est resté actif en ce qui concerne les différents cancers, les différentes pathologies, à savoir le tabagisme par exemple, les maladies pneumologiques, le cancer du sein, du col de l'utérus, le cancer de la prostate qu'on a fait en novembre. On a aussi du côlon qui est venu juste après. Les maladies gastro-intestinales, exactement. C'était en juillet. Et on a également sensibilisé la population vis-à-vis du sida, donc le VIH en décembre. Comment prévenir le VIH et en cas d'infection vers quelle structure s'orienter, comment adopter un traitement convenable, comment le suivre, etc. Donc il y a de nombreuses personnes qui ne savent pas où aller une fois infectées, etc. Donc c'est un peu pour orienter, pour sensibiliser. Et travailler avec la jeunesse aussi, surtout. Exactement. Vous êtes étudiant, vous êtes en 4e année, mais vous voyez donc cette jeune génération. Vous êtes donc, vous pouvez parler plus aisément justement à cette jeune génération. Oui. Le contact passe plus facilement. Le contact avec la population, oui, exactement. C'est ce qui est bien avec le travail associatif et le domaine associatif, c'est qu'on essaie de s'adapter à tout type de personnes, tout type de mentalité. On est un peuple très diversifié. On a plusieurs mentalités. Il y a des personnes qui acceptent plus ou moins ce genre de sensibilisation. Il y a des personnes qui ne l'acceptent pas du tout. Donc il faut savoir s'exprimer, il faut savoir parler aux différentes catégories de la population, adapter son langage, adapter son vocabulaire aussi. La technologie qui suit aussi. Vous êtes très high-tech.
Vous êtes aussi sur la toile, vous êtes nombreux. D'ailleurs, la preuve, le premier congrès va se dérouler en ligne. En ligne, tout à fait, exactement. On aurait aimé le Donc faire en vous avez la possibilité de toucher un maximum de personnes qui sont exactement, soit sur le net. Qu'en ce moment, avec 2020, avec comme a dit ma collègue, le basculement du terrain au virtuel, tout le monde est en ligne. Donc tout le monde est en ligne, tout le monde a switché, si vous voulez. Nous sommes habitués à cette plateforme, disons. Voilà, exactement. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de personnes en ligne maintenant avec la pandémie. Donc voilà, nous espérons toucher un maximum de personnes. Et on va parler d'une maximum d'étudiants en pharmacie, surtout. Voilà, vous êtes en 4e année, vous êtes un petit peu là pour sensibiliser aussi vos confrères et consoeurs qui travaillent dans le même secteur pour essayer donc d'unir vos efforts et pour essayer de travailler au maximum. Alors ce congrès va réunir justement pratiquement tous les étudiants en pharmacie de tout le territoire national. Comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est le premier congrès national des étudiants en pharmacie d'Algérie. Et du coup, on vise le maximum d'étudiants en pharmacie de différents départements, que ce soit le nôtre d'Alger et même de Annaba, de Constantine, enfin tous les départements de pharmacie. Et du coup, il va commencer le 14. Ça va se dérouler en 3 jours. Du coup, le jeudi 14, vendredi 15 et le samedi 16 janvier. Très bien, vous serez en ligne. Et la thématique que vous allez développer, ça sera la thématique globale du congrès et l'étudiant en pharmacie face à l'actualité pharmaceutique. Et donc, il y a vraiment une actualité. Développement et en constant, comme je l'ai dit, en constant développement. Donc, l'étudiant doit être d'actualité, comme on dit, à la page et connaître. Au diapason aussi. Voilà. Et la disponibilité des médicaments sur le territoire national aussi. Oui. Il y a ce relais, il y a aujourd'hui des associations qui se mobilisent pour acheminer des médicaments peut-être qui sont assez rares dans pour certaines pathologies et certaines régions également. Exactement, il faut savoir qu'il y a de nombreux médicaments qui ne sont pas disponibles sur le marché et qui sont plus que convoités. Oui. Il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas se permettre certains médicaments, des personnes qui ne bénéficient pas de l'assurance sociale pour pouvoir se procurer ces médicaments, et c'est généralement des médicaments soit importés, soit des médicaments qui sont très chers, qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Donc oui, il y a en effet des associations qui s'entraident et qui, on va dire, s'arrangent pour avoir une certaine quantité et la distribuer sur les personnes, pour les personnes les plus démunies. Voilà, qu'on puisse trouver aussi ce genre d'association et ce genre d'aide aussi sur le territoire. Alors vous êtes là aussi pour nous parler donc de l'arrivée prochaine du vaccin, du fameux vaccin d'ailleurs. L'actualité, toute l'actualité parle de ça aujourd'hui. Tout à fait. Alors la Covid-19 c'est devenu en fait, tous les regards sont sur elle. Et du coup pour cela nous avons comme thématique un webinaire qui est dédié uniquement à la Covid-19. On va aborder tout d'abord l'état des lieux en Algérie et même dans le monde de la Covid-19. Pour cela, nous avons fait appel au directeur général de l'Institut Pasteur et également à notre intervenant qui est actuellement aux États-Unis pour parler un peu des états des lieux de la Covid-19 dans le monde. Ensuite, on va aborder également on va aborder le développement des vaccins, le vaccin actuel, les vaccins qui sont sur le marché, comme c'est de nouvelles thérapies, exactement. C'est des vaccins ARN, c'est nouveau. Donc nous avons fait appel à un immunologiste qui va parler en détail de ces nouvelles thérapies. La corticothérapie de la Covid-19, un pneumologue va aborder ça, il va en parler sur les différents traitements de la Covid-19. Très intéressant. Tout à fait, en milieu hospitalier. Donc c'est un congrès qui sera en ligne, donc il n'y a pas que les étudiants qui peuvent aussi participer, mais tout le monde pourra aussi participer. C'est un congrès ouvert au grand public. D'accord. Ensuite, il y a des conférences qui sont, comme je viens de le dire, publiques, donc publiées sur notre page Facebook. Il y a le grand public qui peut interagir avec nous en commentaire. Donc il y a une équipe spéciale qui va se charger de récolter ces questions et de les poser à la fin de la conférence. Parce qu'il faut savoir qu'à la fin de chaque conférence, on a une séance de débat. Donc on récolte l'ensemble des questions posées par le public et ensuite on les aborde à la fin de la session avec l'intervenant. Donc c'est pour éclairer un peu. Il faut savoir que c'est pas tout le monde qui est assez informé sur cette maladie. Et l'intervenant va éclairer un
un peu ces points-là. Pour répondre aux questions en fait des participants. Tout à fait. Tout le paramédical se prépare à accueillir donc ce vaccin, seront formés pour ça, seront prêts à accueillir bien sûr les personnes qui vont devoir donc se faire vacciner. Les premières personnes, donc ce sont les personnes plus vulnérables, on va dire. Et puis ça a commencé comme ça. C'est un peu comme le vaccin de la grippe. Vous en avez parlé aussi. Chaque année, on vaccine donc la population contre le virus de la grippe. Aujourd'hui, on l'a fait aussi. Là, c'est tout nouveau, c'est la Covid-19, on ne sait pas... Non, mais pour le vaccin de la grippe, là aussi, il y avait une rupture, il y a eu la disponibilité, ensuite rupture, et c'est pas tout le monde qui est parti se faire vacciner. Exactement. Après, ça reste au choix de la société. Il faut savoir que les avis sont très mitigés sur ce vaccin. Il y a des personnes qui sont... Bien sûr, on sait tous qu'un vaccin, ça prend énormément de temps à être développé. Ça prend des années, plusieurs mois. Et le fait que le vaccin contre la Covid-19 a pris une année, peut-être un peu plus accéléré. Voilà. Donc, il faut savoir que c'est une autre approche, une autre technologie, un vaccin tout nouveau qui promet beaucoup de bienfaits contre la maladie, qui promet une prévention qui est quand même à près de 95%. Donc, l'avenir de la pandémie est plutôt menacé, on va dire. Tant mieux d'ailleurs. Menacé. Et voilà, on est plutôt optimiste par rapport à ça. Et notre rôle justement est de sensibiliser la population par rapport à ça. Il ne faut pas avoir peur, il faut pas être méfiant ou quoi que ce soit. Il ne faut pas croire aux fausses informations. Surtout. Et on ne va pas sur les réseaux, on va des mythes et tout. Du coup, c'est pour ça qu'on a fait appel à un spécialiste qui pourra bien expliquer les différents vaccins qui sont sur le marché ou en développement. Ça sera clair d'action, etc. Tout à fait, exactement. On va éclaircir tous les points un peu flous. Voilà, c'est très bien. Et puis vous allez permettre aussi à la population de comprendre aujourd'hui l'importance de se faire vacciner avec bien sûr cette reprise de l'économie d'un pays avec cette pandémie, et que tout le monde puisse reprendre sa vie d'avant, peut-être normale et accélérer surtout. Alors peut-être un dernier mot pour chacune, allez-y. Je tenais tout d'abord à remercier, il faut savoir que ce congrès a été organisé par l'ensemble des membres de la CEPA, donc ce n'est pas une équipe spécifique qui s'est occupée de ça, c'est toute l'association qui s'est mobilisée pour concrétiser cela. Et je tenais à remercier toute personne qui a été active et engagée dans le cadre de la pandémie, dans le cadre du congrès, mais surtout de la pandémie en général. Parfait. Et voilà, tous les coordinateurs, tous les vice-présidents. Merci, oui, Anne Khoudir. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice des relations externes de l'association ACEPA. Et un dernier mot pour vous. Alors, comme je rejoins Anne sur ce point-là, je tiens aussi à remercier à tous les professionnels de santé qui veillent chaque jour au bien-être de toute la société, qui sont à cheval depuis février, depuis mars, qui ne dorment pas, qui sont infectés. Aussi un grand hommage pour les personnes qui sont décédées. Et surtout remercier tous les membres d'ACEPA, les anciens, les actuels, car sans eux... les intervenants qui ont répondu à nos invitations, qui sont prêts à donner, qui sont engagés pour nous face à cet événement-là. Comme je disais, je tiens à remercier tous les membres de l'ACEPA, les anciens et les actuels, d'avoir concrétisé ce grand projet qui n'est pas si facile que ça. Et sans l'aide de chacun, ce congrès n'aurait pas vu le jour. Merci. Et merci à Kalangéry de nous avoir accueillis. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci Imen Abouriche. Donc, je rappelle que vous êtes coordinatrice des relations internes de l'association ACEPA. Bon courage à vous pour vos études et bonne continuation pour cette belle aventure au sein donc de l'ACEPA. Bien, comme vous l'avez si bien dit, tous les malades, on leur souhaite une bonne santé et puis l'imato avec cette Covid-19. J'espère qu'on sera bientôt débarrassé. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée. On se retrouvera donc demain avec Iman Mahrougras à partir d'Oran et à la station d'Oran. Et puis quant à nous, on sera là vendredi matin avec Nour Houda Bouzegaou, bien sûr. Merci et bonne journée. Merci à toute l'équipe. Au revoir.